Le programme Un chez soi d'abord est piloté par la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement. Ceci a permis un travail interministériel associant l'ensemble des administrations centrales concernées, santé, logement, action sociale, mais aussi les caisses d'assurance maladie. Cet enjeu de transversalité et de pluridisciplinarité est majeur pour développer une politique publique qui réponde aux besoins complexes des personnes sans abri. Le programme a été lancé par l'État. Son financement est entièrement assuré par des crédits d'assurance maladie pour le volet accompagnement, État pour le volet logement et Direction générale de la santé sur le volet recherche. L'expérimentation Un chez soi d'abord est une intervention sociale innovante déployée entre 2011 et 2016 qui visait à bâtir une nouvelle politique publique basée sur les preuves, c'est-à-dire dont on peut prouver scientifiquement l'efficacité. Elle a pour objectif de répondre aux besoins des personnes sans abri, présentant des troubles psychiques sévères, des addictions et des besoins élevés d'accompagnement et qui jusque-là échappaient aux dispositifs ordinaires de prise en charge. Ce sont des personnes qui tournent, comme l'ont montré différentes études, entre la rue, l'hôpital, les dispositifs de l'urgence sociale et la prison, sans amélioration de leur état de santé ni de leur qualité de vie, et qui vont mourir 30 à 35 ans plus tôt que la population générale. Le programme propose de changer radicalement la stratégie proposée jusqu'alors en proposant deux choses. D'une part, un accès direct depuis la rue au logement ordinaire, sans condition de traitement ou d'arrêt de consommation de substances psychoactives comme préalable à l'accès aux droits, à des soins efficients ou à une insertion sociale et citoyenne. On ne demande pas aux personnes d'être prêtes à habiter en ayant arrêté leur consommation de drogue par exemple. Et d'autre part, un accompagnement soutenu et pluridisciplinaire s'appuyant sur les concepts de rétablissement en santé mentale et de réduction des risques et des dommages. L'accompagnement est lui aussi spécifique car il postule que les personnes ont des compétences et qu'il faut partir de ces compétences et non des difficultés des gens. C'est la question du verre à moitié vide ou à moitié plein et il s'agit d'adopter une attitude volontairement positive. Le programme expérimente un modèle ayant fait ses preuves aux USA et au Canada et propose de l'évaluer via un programme de recherche randomisé, indépendant, c'est-à-dire de comparer l'effet du programme apporté aux personnes du groupe logé et accompagné à un groupe dit témoin suivi par le système ordinaire de prise en charge. Le chez soi d'abord, c'est arrêter ce que l'on appelle la démarche dite en escalier qui impose aux personnes de franchir des étapes où elles doivent montrer leur capacité à être logées jusqu'à l'accès au logement individuel. Avec cette méthode, les personnes les plus vulnérables ne franchissent que rarement les marches et tournent indéfiniment sur les dispositifs de l'urgence sociale. Le chez soi d'abord est un modèle qui repose sur 8 principes ou valeurs qui doivent être présentes pour assurer l'efficacité de la stratégie. Si la stratégie paraît simple, accès au logement, sa mise en œuvre repose par contre sur des changements conceptuels majeurs dans le champ de la santé mentale et de l'action sociale. Premièrement, le logement est un droit fondamental et ne peut être soumis à des mesures de capacité à habiter. Deuxièmement, l'accès au logement doit se faire rapidement et le logement doit être un logement ordinaire comme tout un chacun en diffus dans la cité. Autre point essentiel qui fait la particularité du dispositif, c'est la notion de choix laissée à la personne pour tout ce qui la concerne, le logement, l'offre de services et l'agenda de son accompagnement. Ceci a pour conséquence une extrême individualisation des accompagnements. Autre point, il n'y a pas de durée minimale ou maximale d'accompagnement et le programme s'engage à accompagner la personne autant que nécessaire, de façon soutenue, c'est-à-dire sans lâcher la personne, mais sans imposer non plus un type de prestation ou de point de vue du professionnel. Autre point, accompagnement et logement ne sont pas conditionnés afin d'éviter les ruptures. Ainsi, la personne sera accompagnée quel que soit son parcours résidentiel et de même, l'arrêt de l'accompagnement n'entraîne pas de sortie de logement. Enfin, 2 points sont essentiels. Un accompagnement centré sur la notion de rétablissement en santé mentale et le développement d'une stratégie de réduction des risques et des dommages. Le rétablissement en santé mentale est une démarche éminemment personnelle, historiquement forgée dans les luttes des personnes concernées et leurs familles outre-Atlantique.
Il prône que la personne ne doit pas être réduite à sa maladie et son symptôme et qu'elle est experte de ce qui est bon pour elle. In fine, le rétablissement avance que malgré la maladie, la personne peut s'épanouir et avoir une vie pleine et enrichissante. Le rétablissement est un processus non médical, mais peut comprendre le rétablissement clinique, social et fonctionnel, et pour certains acteurs, sa finalité est prioritairement l'autodétermination ou empowerment, et non la gestion des symptômes. Quant à la réduction des risques, elle s'adresse avant tout aux consommateurs de substances psychoactives et se réclame d'une démarche de santé publique pragmatique en ce qu'elle entend limiter les risques liés à la consommation sans avoir comme premier objectif le sevrage et l'abstinence. Elle vise à encourager l'usager à adopter autant que possible des comportements moins nocifs pour sa santé. En pratique, il est proposé à la personne qui entre dans le programme Un chez soi d'abord un accès rapide, en général en moins de 8 semaines, au logement directement depuis la rue via une sous-location en utilisant le dispositif de l'intermédiation locative où l'État sert de garant au propriétaire et la possibilité de relogement autant de fois que de besoin en cours d'accompagnement. L'équipe d'accompagnement est pluridisciplinaire. Elle comprend des acteurs sociaux, des acteurs sanitaires, dont des infirmiers, médecins, psychiatres, généralistes et spécialistes des addictions, et des médiateurs de santé pairs, c'est-à-dire des personnes qui ont eux-mêmes l'expérience de la maladie mentale et sont en capacité d'utiliser leur propre parcours de rétablissement pour accompagner d'autres personnes. Une astreinte est proposée H24, 7 jours sur 7. Le suivi est intensif, du type de l'aller vers, ce sont des visites à domicile et un accompagnement dans la cité en binôme. Le ratio minimum est de 1 professionnel pour 10 personnes. Le service reprend les principes cités dans la slide précédente. Les interventions sont proposées dans le milieu de vie de la personne avec une palette de services large qui touche les droits, les ressources, les soins, l'insertion sociale, l'emploi, les loisirs, etc. Et une individualisation de l'accompagnement avec une complémentarité avec les services du droit commun. La personne s'engage à recevoir l'équipe au moins une fois par semaine et à payer le résiduel de son loyer dès que ses droits sont ouverts. Le programme expérimental s'est déroulé entre 2011 et 2016 et il a, sur le volet opérationnel, impliqué 14 structures porteuses, des associations sociales et médico-sociales, des hôpitaux, des gestionnaires de logements sur 4 sites, Lille, Toulouse, Marseille et Paris. Au total, une soixantaine de professionnels dans 4 équipes d'accompagnement et une dizaine de professionnels de la gestion locative. Le portage national est interministériel, avec un lien fort avec les administrations centrales concernées, et localement, sur chacun des sites, s'est tenu un comité de pilotage préfectoral avec les agences régionales de santé, les services déconcentrés de l'État, les collectivités territoriales, les réseaux associatifs et du secteur du logement. Le programme comprenait un financement par la Sécurité sociale et l'État et il a été budgété à 14 000 € par personne et par an en routine, soit 1,4 million par site et par an. La spécificité du programme tient aussi à son évaluation via une recherche évaluative dite randomisée qui porte sur 703 personnes, 353 sur le bras Un chez soi d'abord et 350 sur le bras témoin. Des enquêteurs-chercheurs ont suivi l'ensemble de ces 700 personnes sur 2 ans et tous les 6 mois, ils leur ont proposé un certain nombre de questions et fait passer des questionnaires. Les données ont porté sur le nombre de jours d'hospitalisation, c'est d'ailleurs le critère principal de la recherche, mais aussi sur la qualité de vie, le rétablissement, les questions d'addiction et les aspects cliniques. Un volet qualitatif étudie l'implantation, les processus individuels de rétablissement et les pratiques professionnelles. Enfin, une mesure du coût-efficacité permet une comparaison entre les 2 groupes. La recherche a bénéficié d'un financement par la Direction générale de la santé et de divers cofinancements. Le calendrier présenté reprend les grandes étapes avec une phase expérimentale entre 2010 et 2016, la parution du décret de création des appartements de coordination thérapeutique Un chez soi d'abord fin 2016, suite au comité d'évaluation qui a jugé au regard des résultats de la recherche de l'efficience du dispositif. Une phase de déploiement sur 16 futurs territoires est prévue jusqu'en 2022 avec 4 territoires par an sur 4 ans. En termes de résultats, 703 personnes ont été intégrées dans la recherche,
dont 353 accompagnés par le programme. L'accès au logement s'est fait en 28 jours en moyenne. 432 logements ont été captés, dont 80% dans le parc privé. Les équipes ont produit 8000 contacts mensuels, soit, comme le notifie le modèle, un contact par semaine et par personne en moyenne. Et il y a bien eu un ratio d'au moins un professionnel pour 10 locataires. À l'entrée, le profil des 700 personnes est le suivant. Une moyenne d'âge de 38 ans, plutôt des hommes qui ont passé en moyenne plus de 8 ans cumulés sans domicile et 4 ans et demi à la rue. Comme indiqué dans les critères d'intégration, 100% présentent une pathologie psychiatrique sévère, 70% plutôt une schizophrénie et 30% une bipolarité. Mais de plus, on note que 50% ont une pathologie somatique chronique associée et 80% ont des addictions. Une analyse précise de ces données à l'entrée montre que ces personnes avaient eu un premier passage à la rue très jeune et que finalement, les services qu'ils avaient fréquentés par la suite n'avaient pas permis leur accès vers le soin et l'insertion de façon durable. Ainsi, ils déclarent un premier épisode de rue vers 21 ans pour la moitié d'entre eux et avant 18 ans pour un quart d'entre eux. Globalement, ils sont isolés et victimes de violences, en carence pour leurs besoins essentiels simples à assouvir, comme les repas, sommeil, lunettes, et utilisent peu les offres des structures médico-sociales mises en place. Ils nécessitent une aide pour gérer leur argent, et 50% des personnes ont des dettes avec une médiane de dette à 1 800 €. Enfin, ils nécessitent une prise en charge médicale globale et non uniquement psychiatrique. Ce graphe illustre les situations d'isolement. Il montre que les 3/4 des personnes ne peuvent faire appel à amis ou famille pour toute aide, qu'elle soit financière, matérielle ou psychologique, voire n'ont personne à qui faire appel pour une majorité d'entre eux sur les aides financières ou matérielles, et que sur l'aide psychologique, ce sont des professionnels qui sont au premier rang. Ce graphe illustre le peu de recours au dispositif. Ils sont majoritaires à ne jamais appeler le 115, les 3/4 n'utilisent pas le SIAO. Entre un quart et la moitié d'entre eux utilisent les lieux d'accueil de jour ou de distribution de repas chauds régulièrement. L'équipe de recherche indépendante du laboratoire de santé publique du professeur Pascal Auquier a montré que le dispositif a une réelle efficacité à un moindre coût sur un suivi à 2 ans. En particulier, on note un accès rapide et une stabilité dans le logement pour plus de 85% des personnes, avec un maintien dans ce logement au cours des 2 ans de suivi, associé à une amélioration de l'état de santé des personnes logées par le programme, moins d'hospitalisation, diminution des symptômes et une amélioration du niveau de rétablissement, plus particulièrement chez les personnes présentant une schizophrénie. Une réduction significative des recours au système de soins avec une baisse de 50% des durées d'hospitalisation, une baisse des recours aux structures dédiées à l'urgence sociale, notamment en lien avec l'hébergement. Enfin, le coût total annuel du programme, évalué à 14 000 € par personne et par an, est totalement compensé par les coûts évités, calculés en comparaison avec l'offre habituelle. Ce graphe propose une comparaison des deux groupes, les personnes intégrées dans le programme en haut et le groupe témoin, utilisant l'offre habituelle, en bas. Il a été demandé à chaque individu où il avait séjourné dans les 6 mois précédents. Les données présentées montrent les lieux fréquentés par l'ensemble des individus de chaque cohorte. Ainsi, à l'entrée, les deux groupes avaient fréquenté en pourcentage des foyers, des hébergements d'urgence, mais aussi la rue, l'hôpital ou la prison. Dès le 6e mois, la cohorte Un chez soi d'abord entre dans le logement et s'y maintient sur les 24 mois. Sur le bras témoin, la fréquentation des différents lieux est hétérogène, avec pour certaines personnes un accès au logement, mais un maintien qui est fluctuant. Ce graphe montre clairement l'efficacité du dispositif sur l'accès et le maintien dans le logement, comparativement aux autres stratégies. Ce graphe compare pour les deux bras, en bleu le chez-soi et en vert le groupe témoin, l'évolution du score de rétablissement et de la qualité de vie des personnes mesurée à l'aide d'échelles ad hoc. Dans les deux cas, on voit que dès le 6e mois, les personnes ont un score plus élevé quand ils sont dans le dispositif Un chez soi d'abord. Ceci est notamment vrai pour les questions d'estime de soi, de meilleure connaissance de la maladie ou de la capacité à être plus en lien avec les autres.
Ce graphe permet de comparer les coûts engendrés par l'utilisation des services et de les comparer pour les deux groupes au fil du temps. En rouge, les coûts médicaux, en mauve, les coûts liés à l'utilisation des services de l'urgence sociale, y compris dispositifs type lit halte soins de santé ou résidence sociale, enfin en marron, les services judiciaires. Le groupe chez soi est en trait plein et le groupe témoin en trait pointillé. On note une baisse globale des coûts médicaux dès le 6e mois et qui se maintient tout au long du suivi des 2 ans, en grande partie due à la baisse de 50% des durées d'hospitalisation pour les personnes logées et accompagnées par le chez-soi. L'hôpital est utilisé au moment des crises, mais on évite le maintien en hospitalisation inadéquate. De la même façon, les services d'hébergement ne sont plus utilisés car la personne est logée et n'utilise plus les dispositifs de l'urgence sociale. On a bien une utilisation optimale au regard des besoins à couvrir. Concernant les services judiciaires, il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Il est important là de souligner que le fait d'avoir une adresse fait remonter des affaires en cours. Le fait d'être suivi par le programme amène par contre les juges à favoriser les solutions d'évitement à l'incarcération. Enfin, ce graphe permet de montrer la comparaison des coûts entre les deux bras, le chez-soi en vert et le bras témoin en bleu, entre le temps M0, c'est-à-dire à l'entrée, et le temps M24, c'est-à-dire au bout de 2 ans. Pour chaque personne, on a recueilli leur consommation de services sur les 6 mois précédant l'entrée et multiplié par 2. Ensuite, chaque utilisation de service a été valorisée en termes de coûts. Les coûts utilisés sont en général les coûts moyens validés par une instance habilitée. Ainsi, à l'entrée, une personne à la rue présentant une maladie mentale sévère coûte, en utilisation de services santé, social et judiciaire, 38 000 € en moyenne annuellement. Les deux bras sont statistiquement équivalents. Après 2 ans de suivi par le chez-soi, la consommation des coûts hors dispositif chez-soi est en moyenne de 20 000 € par an, alors qu'elle reste le double dans le bras témoin. Le dispositif coûte 14 000 € par an et par personne. Il est totalement compensé par les économies générées et nous constatons une économie potentielle engendrée de plus de 20 000 € par personne et par an. La recherche qualitative a mis en exergue les principaux enseignements du dispositif qui peuvent être largement diffusés à l'ensemble du secteur de l'accompagnement des publics en situation de précarité et ou publics vulnérables. Tout d'abord, il n'y a pas de critères prédictifs à la capacité d'habiter. Il n'est donc pas utile de faire en amont de l'accès au logement une évaluation déterminant si la personne peut ou pas accéder au logement. Par contre, il est nécessaire d'évaluer avec la personne son besoin d'accompagnement afin d'y répondre le plus objectivement possible. Autre point majeur, moyennant un accompagnement soutenu, la maladie mentale n'est pas un facteur négatif au maintien dans le logement. Pour les personnes, l'accès au logement a permis de couvrir les besoins de base et de sortir d'une logique de survie, l'accompagnement proposant un filet de sécurité minimal tout au long du parcours résidentiel. Cet accompagnement doit répondre aux principes du modèle, et plus il est proche de ces principes, plus il a montré son efficacité. L'accompagnement basé sur les compétences, les forces et le choix des personnes est très individualisé, avec des équipes flexibles et réactives s'appuyant sur un large partenariat. Ce qui vaut pour un individu ne vaut pas pour un autre, et ce qui vaut pour un individu à un temps T ne vaut pas forcément pour ce même individu au temps T+1. L'accompagnement, pour être pertinent, doit proposer des interventions centrées sur le quotidien dans le milieu de vie des personnes, et mettre en pratique le principe de réversibilité. Il s'agit d'augmenter l'éventail des possibles en autorisant l'expérimentation de nouveaux modes de vie, le logement, l'emploi, la famille, etc., tout en sécurisant cette prise de risque. L'exemple le plus important dans le programme, c'est que le relogement est possible à tout moment. La perte du logement n'est pas un échec. Les équipes permettent de faire converger les attentes individuelles avec les possibilités institutionnelles, proposant ainsi une synchronisation entre attentes des personnes et réponses institutionnelles. Le décloisonnement des spécialités professionnelles pour adopter une vision pluridisciplinaire est nécessaire, avec un fort levier qui est l'intégration des médiateurs de santé pairs, dont la formation reste à développer à l'avenir.
Enfin, un point essentiel et qui doit prévaloir lors du recrutement des professionnels est leur volonté de viser le changement de regard de la société sur la maladie mentale et de croire dans les capacités des personnes à reprendre leur vie en main. La notion d'espoir est un axe majeur du rétablissement en santé mentale. Le maintien dans le logement nécessite de sécuriser les ressources de la personne sur le long terme, avec accès au parc public en particulier, et de faciliter le glissement du bail pour que la personne soit autonome. Un outil majeur est la possibilité des déménagements, réaménagements si nécessaire, sans que cela soit vécu comme un échec. Enfin, il est important de lutter contre l'isolement en facilitant les liens avec la famille, les amis, mais aussi les groupes d'autosupport, le voisinage, etc. Le programme doit faciliter l'apprentissage d'une socialisation ordinaire et non uniquement liée aux aidants professionnels. C'est un critère facilitateur pour le maintien dans le logement sur le long cours. Les limites du dispositif restent pourtant celles du contexte global, comme le fait que les personnes sont pauvres et ont des revenus en dessous du seuil de pauvreté, que leur accès au logement social reste difficile, en particulier du fait de la stigmatisation de la maladie mentale qui n'est pas propre à ce secteur, mais qui partout, y compris sur les questions de l'emploi, les amène à subir des inégalités d'accès aux services et ressources. En point d'attention, on peut noter qu'agir sur le plus tôt serait l'idéal pour éviter l'enquistement des situations et des programmes spécifiques pour les jeunes, y compris mineurs à la rue, se développent, les programmes Housing First for Youth ou Logement d'abord pour les jeunes. Des incidents ont été révélés le temps de l'expérimentation et leur suivi est important. Et enfin, le nombre de décès reste élevé, témoignant de la dégradation de l'état de santé des personnes. Pour les structures, cela implique de favoriser la désinstitutionnalisation afin de permettre une grande réactivité des équipes, un suivi particulier des coûts des relogements et un investissement en formation très important, car le chez soi d'abord est avant tout un changement de pratique. Le comité d'évaluation, réuni en juin 2016, a donc conclu au regard des résultats de l'évaluation que le programme Un chez soi d'abord répond à un besoin réel, conforme aux orientations générales des politiques publiques en faveur des publics ciblés et apporte une plus-value en comparaison avec l'offre sanitaire, sociale et médico-sociale existante. Sa pérennisation et son déploiement ont été actés par la publication du décret du 28 décembre 2016 relatif au dispositif d'appartement de coordination thérapeutique Un chez soi d'abord. 20 dispositifs vont être créés au total, dont 16 nouveaux sites d'ici 2023, soit un total de 2000 places. Les principales villes pour lesquelles le besoin d'un dispositif avec 100 places et pour lesquelles un travail de concertation est déjà engagé sont Bordeaux, Lyon, Grenoble, Dijon, qui devraient débuter en 2018, Nantes, Montpellier, Nice, Strasbourg, pour lesquelles on pourrait avoir un démarrage en 2019. Au-delà, les enseignements et pratiques seront disséminés plus largement dans le cadre du plan quinquennal du logement d'abord, annoncé par le président Macron en septembre 2017 et porté par le ministre de la Cohésion des Territoires. Une réflexion sur les territoires ruraux et les villes moyennes pour répondre aux besoins, en particulier là où le nombre de personnes à la rue avec maladie mentale ne permet pas de créer un dispositif de 100 places, va être lancée en 2017 par la DIAL et les administrations centrales concernées. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de la DIAL, les vidéos sur le site YouTube du ministère et enfin le guide Housing First Europe est en ligne avec de nombreux exemples de pratiques.